Bonjour Vincent, ça me fait vraiment plaisir de te voir puisqu'en fait on s'est rencontrés à Inbound Marketing France, l'un des premiers salons dédiés au marketing en France. Et c'est vrai que tu m'as fait le plaisir de me dédicacer ton livre Le Vendeur Augmenté. Et malheureusement, j'ai pas été disponible pour ta conférence, mais j'ai eu des feedbacks très positifs. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que d'abord que tu nous dises qui tu es, et la deuxième chose, que tu nous parles un petit peu de ce vendeur augmenté. Et avec plaisir. Alors, déjà, ça fait beaucoup de choses. Et merci de ton invitation. Alors, moi, je travaille globalement sur l'avenir des entreprises. Voilà, c'est un truc qui me passionne. Ça fait des années, des années. J'avais commencé ce travail quand j'étais directeur de l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France. C'était entre 2014 et 2017. Et je me suis amusé, parce que c'était presque un jeu d'ailleurs, à travailler sur l'avenir du commerce, l'évolution des modes de management. On parlait des prémices de la digitalisation, des objets connectés à l'époque, tu vois, en 2014, ça remonte, c'était déjà il y a 9 ans. Et puis, je suis resté sur cette ligne-là. J'ai écrit mon premier livre qui est sorti en 2017 chez Kawa, puis un deuxième, et puis un troisième là maintenant chez Duno qui s'appelle Le Vendeur Augmenté, Réhumaniser la vente. Et j'ai toujours été très, très attiré par ces métiers de la vente parce que, alors, de l'entreprise de façon générale, mais de la vente, parce que je trouve que c'est un superbe écho ou miroir de ce qui se passe dans notre monde. En fait, l'entreprise, soit elle est en avance du monde, soit elle réagit aux avancées du monde. Et à chaque fois, il y a quelque chose de passionnant. Et quand on regarde les choses comme ça, en fait, soit on voit l'avenir du monde dans l'entreprise, soit on voit l'avenir des entreprises en regardant le monde. Et, D'accord. ouais, et je trouve ça passionnant. Et puis, bon, forcément, le commerce, après, c'est un sujet, moi, je suis de formation commerciale, j'ai toujours fait du commerce directement ou indirectement. Et ce livre, c'est le deuxième sur le sujet du commerce. Et j'ai voulu aborder la chose de deux manières. D'abord, la partie techno, le vendeur augmenté, comment il peut s'augmenter et comment le commerce augmente. Et puis, quand même, un point essentiel sur la réhumanisation de la vente, puisqu'il y a Ouais. quelque chose qui se passe aussi. Voilà pour la présentation et le teaser. Alors Et puis, je fais justement, des comment on va conférences, des faire livres, etc. Voilà. Alors justement, comment on fait pour acquérir ces nouveaux pouvoirs et allier l'aspect automatisation, intelligence artificielle et garder ce côté humain? Parce que c'est vrai que pour l'instant, ce sont encore des humains qui vendent à des humains malgré les assistants virtuels qui se développent. Dis-moi tout alors. Alors, en fait, j'ai mis volontairement sur ce petit slide-là que j'avais fait pour l'IMF au mois de juin 2023. Et parce que quand on parle d'IA et technologie, on a tout de suite le truc à se dire, est-ce que ça va remplacer l'humain? Est-ce que nos métiers vont mourir, etc., etc. Alors, j'ai une bonne nouvelle, le métier de commercial, oui, va mourir un jour. Ça arrivera dans l'histoire de l'humanité qu'il disparaisse d'une manière ou d'une autre. Mais le concept de vente n'a pas de raison de disparaître. La vente existe depuis à peu près 8000 ans. Et c'est pas parce qu'un jour une IA arrive qu'elle va faire disparaître le concept de vente et de transaction entre des personnes, parce que c'est ça finalement la question. C'est des questions de transaction, hein. J'ai besoin de quelque chose, je l'achète, tu me produis, tu me le vends, c'est logique. Après, le métier de commercial tel qu'on le connaît depuis les années globalement 60-70, Ouais. tu vois, la manière dont on fait du commerce aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'on avait en 1910, forcément, ou en 1712. C'est un nouveau métier commercial qui est apparu il y a à peu près une cinquantaine d'années et qui va laisser la place à d'autres formes de commerce dans les années à venir. Et là, on est dans cette transition, vraiment, qui a commencé il y a une dizaine d'années à peu près. C'est toujours difficile de donner des... Il n'y a pas une date précise parce que quand on sera en 2150, on regardera ça sur une échelle de 20 à 30 ans, tu vois. Donc là, on est dans cette échelle de temps. C'est difficile de... ce sera après coup qu'on verra quels ont vraiment été les Les marqueurs. dates. Voilà, mais en tout cas, pour moi, ça a commencé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, vraiment, ce changement de métier, avec une accélération il y a plutôt 5-6 ans. Et puis, à mon sens, une fin de ce changement à l'orée des années 2030. Peut-être entre 2027, 2028, 2029, il va se passer quelque chose d'important. Et pour répondre à ta question sur les nouveaux pouvoirs, c'est que je préfère donc je ne parle pas de remplacement, moi, des métiers, je parle d'évolution des métiers. Et là, la vraie évolution qu'il y a aujourd'hui, c'est que cette technologie, elle nous amène de nouveaux pouvoirs. Elle nous amène des pouvoirs que l'on n'avait pas avant dans un monde commercial préhistorique.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vers une forme de commerce augmenté et pas, encore une fois, remplacer des vendeurs. Alors après, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que dans le marketing, c'est la même chose. Avec le ChatGPT, tu vas pouvoir faire des choses plus rapidement, plus simples. Et on voit des gens qui ont de faibles connaissances vont pouvoir tout de suite monter en compétences. Mais c'est vrai que dans le domaine du marketing, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quand même des métiers qui ont été lourdement impactés. C'est des métiers vraiment low cost, basiques, tels que les transcripteurs, les gens qui étaient dans la partie contenu SEO. Mais c'est vrai que dans la partie commerciale, tu as moins cette partie-là. Tu n'as pas la fonction low cost qui était juste de cliquer sur un bouton. Quoique, ça peut être possible, nous on le voit au centre de contact, avec certains appels, entre guillemets, polluants, ou des appels en fait juste automatisés. Et là, c'est vrai que est-ce que c'est vraiment du commercial? C'est peut-être du centre de contact où il y a une réorientation des missions, justement, comme tu le disais très justement, vers de la tâche à valeur ajoutée, de l'appel proactif, des campagnes de cocooning, des appels de bienvenue. Et comme tu dis, c'est une transformation du métier vers quelque chose qui va être justement plus humain. Mais bon, je te laisse peut-être continuer Non, non, mais c'est passionnant ce que tu dis parce qu'en fait, tu mets le doigt sur un sujet, parce que tu as commencé ta réponse ou l'extension de mon propos en disant nous dans le marketing. Alors, je ne sais plus si tu as dit nous, mais en tout cas, sans t'en rendre compte, 1000 commerces d'un côté et le marketing de l'autre. Et alors, je te connais, donc je sais bien que tu n'es pas dans cette scission et que tu vois bien que les deux mondes sont en train de fusionner, évidemment, parce que tu es quelqu'un qui observe le monde aussi. Mais on a encore ces vieux réflexes parfois. Ça m'arrive aussi encore de l'avoir. Et par contre, il y a un vrai truc qui est en train de se passer, et là, sur lesquels les directions doivent avoir vraiment la main et la vision, c'est ce mariage du commerce et du marketing. Je vais te donner allez, deux exemples. Quand j'ai commencé ma carrière commerciale, c'était en 1996. Et à ce moment-là, je faisais du marketing. Tu vois, j'allais dire carrière commerciale, mais je faisais du marketing. Et il y a une personne que j'aimais beaucoup, très intelligente, voilà, beaucoup de regard sur son métier, et qui m'a dit, à l'époque, on parlait de mon métier de marketeur, et il me disait, le problème avec le marketing, c'est que c'est les premiers jobs qui disparaissent quand la boîte va mal. Quand une boîte va mal, on embauche des commerciaux pour faire du business et on vire les marketeurs parce que les commerciaux sont un centre de profit, les marketeurs sont un centre de coût. Ça m'avait beaucoup travaillé et c'est pour ça que j'ai voulu faire du commerce parce que inconsciemment, je me suis dit, je ne veux pas être un poids pour l'entreprise, je veux être un levier pour l'entreprise. Et 25 ans, un peu plus après, bientôt, allez, 27, 28 ans après, c'est l'inverse qui est en train de se passer. En fait, déjà, il y a un mariage des deux. Aujourd'hui, les deux pouvaient coexister. Aujourd'hui, on voit, il y a tout un tas de signaux faibles qui deviennent presque forts d'ailleurs, que le commerce est en train de s'organiser comme le marketing. Le marketing, c'est devenu depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années un métier de data, de process, de flux, et avec des KPI qu'on peut, toute action, le moindre mail envoyé par des marketeurs doit être indiqué dans le sens qu'il y a un indicateur, indicé, je ne sais plus comment on dit, peu importe. Et dans le commerce, non. Tu peux encore, en tant que commercial, balader, puis passer 1h30 chez un client au lieu de 45 minutes ou 2 heures sans qu'on te pose la question est-ce que c'était rentable ou pas. Tu peux aller voir 3 clients par jour ou 2 clients par jour, tant que dans ton chiffre d'affaires, globalement, ça va. Et en fait, c'est quelque chose qui est en train de changer, à mon sens. Oui, d'accord avec toi. Moi, je te vois avec t'as de plus en plus de process, de reporting, et tu as moins, entre guillemets, l'art de la vente, entre guillemets, et plus en fait du process à suivre. Est-ce que tu les as bien relancés? Est-ce que tu as bien fait tes campagnes, machin? Exactement. Aujourd'hui, tu peux tout indexer. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Indexer sur voilà, toutes les actions commerciales. Tu peux en mettre des indicateurs. Et ça, c'est la première chose. Alors, jusqu'où on va aller? Je ne sais pas. Là, ce qui est sûr, c'est que les métiers de commerciaux aujourd'hui, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des indicateurs sur chacune de leurs actions. Mais le commercial changeant tout doucement, il va y avoir normalement une mutation des métiers qui va se passer, tout simplement parce que si tu considères que le gars qui a 40 ou 45 ans, il n'a pas envie de changer et il bosse encore pendant 15 ou 20 ans, ça va être compliqué. Mais si tu pars du principe que c'est une boîte qui se crée ou qui se transforme et qui embauche de nouvelles formes de commerce, peu importe leur âge,
et que tout doucement les autres s'en vont, bah, tu as une mutation qui va se passer sur 5, 6, 7 ans de manière assez naturelle, où tu vas réorganiser complètement ton commerce avec beaucoup plus de commerce back-office, un peu moins de front-office. Et j'en arrive au deuxième point de la transformation dont je parlais sur ce mariage des deux, commerce et marketing. C'est que, j'ai oublié mon point, mais il va vite me revenir. Il faut dire, nous, c'est pas l'un séparé, c'était tous en même temps et une évolution qui faisait qu'un rapprochement et qu'on donnait. Mais c'est vrai que moi, je le vois avec mes collègues, tu vois, on met en place ensemble des actions de social selling. C'est-à-dire que quand on fait des séquences de messages ou du ciblage, eh ben, on travaille ensemble. Là, tu vois, par exemple, on travaille sur une action sur les mutuelles et assurances. On s'est dit, on fait un focus là-dessus et on s'est dit, mais comment on peut faire? On a un plan d'action, on a des points réguliers. Et je dis, moi, je me mets en position de service en disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à travailler? Et on a travaillé sur le fichier sirène des mutuelles assurances globales, ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas, lesquels on voulait cibler. OK, est-ce qu'on peut les chercher avec Sales Navigator? Avec Sales Navigator, on a fait notre liste de toutes ces mutuelles-là. On fait la liste de toutes les professions. OK, on va les toucher soit avec du direct message LinkedIn, soit de l'invitation, soit du machin. Et pour animer, on a mis en place un webinaire. Enfin, et on travaille ensemble. On travaille vraiment la main dans la main. Exactement. Et pour le coup, ça me permet de rebondir sur le deuxième point que j'avais en tête et qui m'a échappé quelques secondes. Vivement l'IA qui, elle, n'oubliera pas, contrairement à l'humain. Non, le deuxième point, c'est que je rebondis sur ce que m'avait dit cette fameuse personne qui m'avait dit que le marketing était un centre de coût alors que le commerce était un centre de profit. Et en fait, ce mariage va nous amener à arriver à l'opposé. C'est que de plus en plus, c'est le marketing qui devient un centre de profit et le commercial un centre de coût. Et ça, c'est vraiment une tendance, à mon sens, qu'il faut observer très, très fort. On n'est jamais à l'abri d'un revers de tendance qu'il peut y avoir pour X raisons, mais globalement, c'est la tendance qui s'inscrit aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas organiser ton commerce de manière processée avec des flux, parce que le commerce, c'est des flux, de toute façon, c'est des flux de data, des flux d'humains, des flux d'informations. Et tu mettras de l'humain là où c'est vraiment nécessaire. Et il est fort possible que dans une boîte qui aille mal, un jour, on se dise « Ouh là là, je vais enlever des humains parce qu'ils ne sont pas fiables, ils peuvent se barrer du jour au lendemain. On capitalise sur de l'humain, mais on capitalise très peu finalement sur de la data, sur du process, etc. » Et donc, les entreprises vont devenir commercialement de plus en plus processées, de plus en plus automatisées, avec des formes d'analyse grâce à de l'IA et de l'humain sur des sujets qui sont 100% humains. C'est-à-dire, pour moi, je vais même aller plus loin, une analyse d'une faisabilité d'un projet que tu vas vendre quand tu es dans le B2B, ou la définition des meilleurs arguments à mettre dans ta propale, une IA saura mieux le faire que toi demain. Par contre, être en face du client et le rassurer et le regarder droit dans les yeux et sentir qu'on a vraiment envie de bosser ensemble, ça, l'IA ne va pas pouvoir te le remplacer, en tout cas pas tout de suite. Et donc, si l'entreprise considère que ton rôle en tant qu'humain est important à ce moment-là, bah, elle va t'embaucher parce que tu auras une capacité d'action et de transformation à ce moment-là. Si on est tellement automatisé et que ton métier, etc., ne le mérite pas, eh ben, on n'aura plus besoin de t'embaucher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'humains dans la vente, ça ne veut pas dire que la vente est moins humaine, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus processée, beaucoup plus organisée, beaucoup plus automatisée, les humains font autre chose. Alors justement, dans ta conférence là, dis-nous un petit peu plus, parce que tu as fait un petit teaser. Dis-nous vraiment quelles sont les clés, la synthèse qu'il faut retenir dans cette acquisition de nouveaux pouvoirs. Et comme tu dis que certes, on va avoir des outils, mais on va surtout s'y remettre l'humain au centre. Alors, dis-moi tout. Alors, donc les nouveaux outils, là, j'en ai parlé déjà un petit peu, mais forcément, alors, j'invente rien dans les outils. Il y a de l'IA, il y a du prédictif, il y a de l'automatisation, il y a du référencement, il y a du web, bref, il y a plein de choses. Il y a du voicebot, il y a du chatbot, il y a tout ce qu'on veut. J'ai fait une liste, tiens, qui doit être là. Je peux peut-être la faire passer. Elle doit être pas très très loin dans mon truc là. Ouais. Voilà, ça c'était ce que j'appelle les armes de construction massive qu'on utilise aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui et demain également. Tu vois, du marketing automation, de l'automation commerciale plus globale, des outils d'aide à l'action commerciale, des outils d'acquisition de data, de scoring, de profiling, de data, de big data comportementale, etc.
chatbot, voicebot, et puis à droite, de nouveaux univers qui ouvrent de nouveaux modèles économiques dans le métaverse, voir ce que ça devient le métaverse, mais bon, les NFT, la blockchain, les cryptos, etc. Tout ça nous ouvre un monde commercial et de technologie commerciale. Après, humainement parlant, c'est une vraie question. Parce que celui qui achète reste humain. Donc déjà, il a une histoire d'humain à vivre. Est-ce que cette histoire d'humain, il veut la vivre 100% face à de la technologie? On a envie de dire non, parce qu'on est gentil et c'est humaniste de dire que c'est bien de mettre des humains, mais t'as pas du tout envie qu'il y ait un humain qui t'appelle dès que tu vadrouilles, tu voyages sur Amazon et que tu es sur Internet. T'as pas envie qu'il y ait un mec qui t'appelle tout le temps en disant « Je vois que vous avez regardé notre site, alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. » Non, t'as pas du tout envie de ça. T'as envie d'être autonome, tranquille et que personne t'embête. Donc, il y a un genre de côté un peu humaniste et moi, je le vois bien dans les DIRCO, dans les directions générales qui disent c'est l'humain, le commerce, c'est de l'humain, c'est de l'émotion, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de, je vais pas dire de bullshit, mais c'est quelque chose qui est ancré dans notre esprit de dire que le commerce est humain, mais on voit bien que déjà, il y a 30% globalement des transactions qui se font sur le web où il n'y a pas d'humain. Et pourtant, il y a de l'émotion dans la vente. Quand tu achètes la balançoire de tes enfants ou ton futur smartphone, tu as de l'émotion, tu la vis alors que tu es en ligne. Et eux, en face, ils ont pensé à te faire vivre une émotion, une expérience client intéressante. Donc, il y a déjà une partie de cette humanité, entre guillemets, qui va se virtualiser. Donc, c'est de l'humain, parce que c'est de l'émotion, c'est de la psychologie comportementale d'achat, c'est de l'humain, mais il n'y a pas d'humain. En tout cas, face à toi. Et puis après, donc il y a cette transition dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis après, il y a là où on va mettre les humains, mais en tout cas, on ne va pas les enlever, on va les spécialiser dans quelque chose qui va être clairement de l'humain. Je parlais tout à l'heure de psychologie. Il va falloir que les commerciaux deviennent encore meilleurs dans la psychologie humaine. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, tiens, un exemple super concret. En début de semaine, j'étais au CPRC à Lyon. C'est un salon en fait qui est organisé par des gens de la relation client. Et tu vois, là tu fais du networking, c'est vraiment de la discussion, blablabla. Et il y a une personne que un de mes collègues connaissait, avait approché, qui est une grosse boîte hein, et qui dit bah tiens, on voudrait changer de solution de centre de contact. Et c'est vrai qu'on discute un peu tout ça, puis il vient me dire ouais, il y a un potentiel intéressant, c'est pas mal. Et ça veut dire, discute avec lui parce que moi, je lui parle des bots, on peut lui parler des bots de plein de trucs, l'expérience client, blabla. Puis on discute 2 secondes, puis il me dit, voilà, on va changer de solution de centre de contact. Je lui dis, mais ok, mais ouais, qu'est-ce qui ne va pas actuellement sur le centre de contact? Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer, etc. Et c'est là que, mec, cette question-là, elle est super importante. Parce que, pourquoi vous voulez changer? Parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Et c'est vrai que ça... alors, bien sûr, on peut le faire, mais cette relation humaine, cette proximité, quand on a échangé, il est capable de me dire, voilà, si vous êtes capable de répondre à ces 3 enjeux-là, eh ben, on peut travailler ensemble. Et c'est vrai que pour nous, c'est essentiel. Quand je dis après à mon collègue Olivier, regarde, il y a ça qui est important, il faut vraiment insister dessus quand on fera la démo et ça sera essentiel. Voilà. Alors que tout le reste des fonctions, bon, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Exactement. Et il y a une vraie place humaine à trouver dans le commerce. Hein. Là, j'ai mis ce slide de cette antinomie commerciale du 21e siècle. C'est que plus le digital prend de poids dans le commerce, et plus l'humain va devoir s'élever. Et ça, alors je ne suis pas le seul à dire. Je me souviens, Jack Ma avait déjà dit, on n'entend plus beaucoup parler de lui, mais c'était en sortant, je crois, du World Economic Forum il y a quelques années, il y a peut-être 5-6 ans. Et il avait dit que la technologie et la data nous amènera à connaître l'humain beaucoup mieux qu'il se connaît lui-même. Et j'avais beaucoup aimé cette phrase-là que j'ai gardée et que j'utilise encore régulièrement. C'est que, toi, moi, par exemple, j'ai appris le marketing à l'école. Le marketing, c'était des grandes règles de comportement du consommateur très, très basiques. Voilà, est-ce que tu aimes ton produit? Pourquoi tu peux l'aimer? Est-ce que tu as envie de l'acheter? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le contexte est le bon? Enfin voilà, ton contexte familial, expérientiel, etc. Mais des choses qui sont très figées dans le temps. Aujourd'hui, le meilleur marketing comportemental, il vient de la data. Parce que tu as analysé 17 millions de transactions sur ton site et tu sais que tu dois déjà avoir 17 millions de transactions. Mais en tout cas, dans le principe,
tu as des bases de données qui viennent parfois nous casser les codes, d'ailleurs, du commerce tel qu'on le connaissait. Donc, cet humain, il va devoir s'améliorer et les marketeurs vont devoir, si je veux encore regarder cette dissociation, apprendre beaucoup plus sur la psychologie, les data analystes également. Et puis, les commerciaux, ils seront là pour créer une vraie expérience humaine, human to human, si je peux utiliser ce mot-là, à des moments clés où il va falloir rassurer, confirmer, conforter, prendre juste du temps parce que l'humain n'enlèvera pas de lui son envie d'être avec d'autres humains. Ben voilà, je ne crois pas dans les films de science-fiction, on passe notre temps avec des IA. Oui, elle sera là, mais on a envie de boire une bière avec un copain autour de voilà, le soir après le boulot. Enfin, c'est humain et rien va nous enlever ça. Et on se rend bien compte tous qu'une rencontre humaine, c'est un moment donné, c'est un moment qui est beaucoup plus magique que de naviguer sur un site web pour aller fouiller des références. Donc, on aura toujours échanger, avoir des points communs. Et c'est vrai que moi, je le dis toujours, quand on fait des présentations, moi, je mets toujours la caméra. Il y a plein de gens qui ne mettent jamais la caméra, mais la caméra, pour moi, c'est essentiel. Alors après, on a des clients qui nous disent pour justement des notions RSE, on en parlait tout à l'heure, ils ne mettent pas la caméra pour faire moins de flux. Mais c'est vrai que moi, je préfère mettre la caméra parce que tout simplement, ça permet de discuter. Et des fois, j'essaye même de regarder mon image, je dis, Fred, souris un peu, sois un peu moins figé face à l'entreprise. Et c'est vrai que là, au fameux salon dont je t'ai parlé, les personnes m'ont dit, ah oui, votre conférence était sympa, vous souriez régulièrement. Mais oui, parce que mine de rien, c'est important de donner confiance. Ouais, exactement. Et après, moi, dans tout ce que je dis, il y a un facteur que je ne maîtrise pas. Et ce facteur, c'est exactement le même que, pour te donner un exemple, je sais pas, dans un bar ou un restaurant. On parlait de bière tout à l'heure. Ça fait à peu près 20 ans qu'on sait remplacer des serveurs pour prendre une commande. Ne serait-ce que pour prendre une commande, tu vois, tu as eu plein de tentatives avec des tables connectées, des tablettes, etc. Tu peux passer tes commandes. Pourtant, on ne le fait pas. Et on cherche encore plus de serveurs aujourd'hui qu'avant. Moi, je suis dans une ville où les magasins de fringues ferment au profit des restos et des bars. On n'a jamais autant de restos et de bars qu'en ce moment. On cherche des serveurs partout. On pourrait automatiser, réduire notre nombre de serveurs et automatiser un certain nombre de tâches. Des machines qui font des cocktails automatiquement, la prise de commande automatique, le paiement simplifié, etc. Et pourtant, non. On reste sur un mode de fonctionnement qui est quasiment le même que dans les années 40, 50 ou même avant. Et c'est très bien. Et donc, il y a cette différence entre ce que la technologie est capable de faire et puis ce qu'on va avoir, nous, envie de faire. Et ça, je ne le maîtrise pas. Dans un magasin de fringues, j'en parlais, c'est exactement pareil. Tu pourrais simplifier l'expérience en digitalisant plein de choses et on ne le fait pas. On ne le fait pas vraiment. Il y a des bouts de machin qui existent. Donc, est-ce qu'il va y avoir une inertie au changement et que tout ce que je dis, en fait, n'arrivera pas en 2030, mais peut-être en 2070 ? C'est Si on aborde le sujet RSE, moi je dirais que d'ici à 2030, il y aura quand même des gros changements avec la crise énergétique. Et c'est clair que là, pour moi, la technologie va devoir justement retrouver un bon équilibre parce que la technologie coûte cher en énergie, coûte cher en tout, autant que l'humain. Bon, après, ça coûte aussi cher, mais sincèrement, prévoir 2030, ça, c'est un vrai challenge. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais bon, déjà, peut-être restons déjà à 2023, mais bon, ou 2024 ou 2025, mais c'est vrai que 2070, ça paraît tellement long. Tellement long. Oui, alors j'ai dit ça un peu comme ça, mais 2030, on peut commencer à dessiner. 2030, c'est dans 6 ans et demi, hein, donc tu vois, on est en 2023, pense à comme on était en 2016-2017, on peut pas dire que ta vie a fondamentalement changé depuis. Tu es dans les mêmes modes de fonctionnement. Et pourtant, en 2016, je disais toujours, déjà, ça va être la révolution. Sauf que la révolution, elle arrive. Mais il y a un genre de truc qui se passe qui fait que on a nos comportements fondamentaux d'humains. Et que ces comportements, ils restent. Alors, oui, il y a des signaux faibles qui deviennent même des faisceaux, tellement il y en a de digitalisation et d'automatisation de la vente. Et ça, je ne pense pas qu'on revienne en arrière, clairement. Ouais. Après, sur les volumétries de personnes qu'on embauche, qu'on vire, qu'on remplace, qu'on augmente, etc., c'est très difficile de le dire. C'est très difficile. Et puis, ce sera la philosophie aussi. Et on n'est pas à l'abri
Alors, il y a autre chose qui est important, et j'en finirai peut-être là-dessus, parce que sinon, je peux partir pendant 2 heures, mais euh, le concept que je véhicule en conférence, c'est qu'on est dans une phase de disruption du commerce. La disruption, tu sais, c'est quand une technologie arrive et change complètement un modèle économique, en général, dans un laps de temps très court. Donc, on est dans cette disruption, et ce qu'on remarque, c'est que quand tu as une disruption d'un métier, tu as une perte de repères qui peut faire flipper tout le monde. Je pense au MP3 dans la musique, Netflix dans l'audiovisuel, Uber bien sûr, et j'en passe. Mais derrière, tu as une augmentation des usages et donc une augmentation de l'industrie. Je reprends la photo. Les photographes ont eu peur quand le numérique est arrivé. Il n'y a jamais autant de photos qui tournent dans le monde qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce qu'on a tellement simplifié les usages qu'aujourd'hui, tu as des millions et des millions de photographes amateurs dans le monde. Et il y a toujours autant de photographes professionnels, voire peut-être même plus. La téléphonie, on a eu peur il y a 60 ans ou 70 ans, je ne sais plus les dates en tête, et on n'a jamais autant utilisé le téléphone qu'aujourd'hui. On n'a jamais autant écouté de musique, il y a jamais autant de musiciens et d'instruments de musique vendus. Enfin, toi, toutes ces industries qui ont disrupté ont donné naissance à des industries nouvelles et augmentées. Si on part du principe que le commerce est en pleine disruption, ça veut dire que demain, le nombre de vendeurs va être multiplié. Mais la manière de vendre sera beaucoup plus directe, beaucoup plus automatisée, beaucoup plus technologique, comme aujourd'hui une photo de sa prise de vue à sa diffusion dans le monde entier, toi qui est augmentée. C'est dans ça que la vente va s'augmenter également. Et donc, justement, qu'est-ce que tu vois concrètement voilà, on va se passer d'ici à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu conseillerais à une équipe commerciale, un directeur commercial, de mettre en place pour justement anticiper ce digitalisation et à quel moment remettre de l'humain et comment remettre de l'humain? Parce que ça, je pense que le ChatGPT a vraiment titillé les gens, a fait offrir de grands yeux en disant waouh, c'est vrai qu'on a fait un pas en avant, on a cranté. Comment toi, d'ailleurs, à ton niveau, tu utilises en fait les outils d'IA, d'intelligence artificielle dans ton métier ou dans les équipes commerciales? Alors, l'IA, l'utilise pas mal. Je l'ai prise, mais comme un outil fabuleux quand ChatGPT version 3.5 puis 4 particulièrement s'est déployé. Parce que ça existait avant, on en parle là, mais c'est pas tout récent non plus. Et je l'utilise moins déjà qu'avant, parce que forcément, tu as un effet de Ouais. par contre, de découverte. Par contre, j'utilise sur des choses beaucoup plus sensées et beaucoup mieux maîtrisées. Je l'utilise très peu dans le commerce, par exemple, mais par contre, quand je mets en place un programme de formation, j'utilise beaucoup. Dans la formation, c'est de l'humain, hein. J'adore enseigner, mais il n'y a rien de plus chiant, je peux avoir le droit de dire, que de créer par exemple un quiz d'évaluation. C'est énervant de faire des quiz d'évaluation. Créer son programme, c'est vachement bien, transmettre, c'est vachement bien, mais prendre du temps pour faire un quiz de 40 questions bien ciblées avec les réponses, les exemples, etc., c'est compliqué. Aujourd'hui, je me suis créé des prompts qui me permettent de créer des quiz. Bon, je repasse derrière, bien sûr, mais de manière beaucoup plus rapide. Je peux faire en 10 minutes un quiz de 20 questions avec 4 réponses à chaque fois et un peu d'humour, un peu de créativité, des réponses décalées, parce que mes prompts, ils ont été conçus pour ça. Il y a des conférences, je mets de l'IA pour concevoir des conférences, par exemple. Je ne répète pas ce qu'elle me dit, mais je m'en inspire pour trouver des idées que je n'aurais pas eues tout seul. Comme si je parlais avec un ami qui dit tiens, tu ferais quoi, toi? C'est pas l'ami qui va faire la conf, c'est moi, et ça n'enlève rien à mon talent. Mais là, mon ami, c'est ChatGPT en l'occurrence, et puis des fois, il me dit des choses hyper intéressantes, puis des fois, il est complètement à côté de la plaque, comme un vrai ami, quoi. Voilà, des fois, n'a pas compris notre question. Donc, je m'en sers beaucoup. Après, dans la vente, je m'en sers assez peu. Je n'ai pas passé le cap des prompts rédacteurs de LinkedIn. J'ai testé, j'ai pas très envie, ça me donne des idées parfois, mais bon, voilà. Si j'ai un truc à dire, je préfère le dire, en fait. Je fais pas de LinkedIn avec des KPI, voilà, personnellement. Donc je n'ai pas besoin de ça. Après, pour répondre à ta vraie question, à ta vraie question sur le conseil à un directeur, une directrice ou DIRCO,
Pour moi, c'est de développer le test and learn dans le commerce. Faut tester, faut tester, faut tester. Tu as 1000 choses à faire. Tu vois, j'en parlais hier avec une école avec qui je travaille, une école du digital. Je leur disais, en fait, faut mettre des alternants en data dans les boîtes. Ils vont bidouiller, ils vont tourner en rond, ils vont galérer. Mais je suis sûr que 6 mois d'un alternant qui fait de la data, qui traite des bases de données dans tous les sens, qui installe ces bases de données sur un serveur de test et qui commence à en trouver des trucs, eh ben, je pense que ça peut amener de super idées à développer plus tard en faisant des tests. Faut faire du test and learn dans le commerce avec des outils technologiques. Aujourd'hui, tu as des outils d'automation qui sont très simples. Et que tu sois une grosse boîte ou un indépendant, tu peux faire ça. Et pour moi, c'est ça, c'est veille et test. Veille et test. Et j'ai aucune vérité à donner. La vérité, elle viendra de ceux qui l'utilisent et qui auront eu des idées bien meilleures que les miennes parce qu'ils auront testé et ils auront découvert des choses géniales que je pourrais retransmettre après aux autres. Ah, mais c'est vrai que j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec des gens justement dans la vente, mais plutôt plateau d'appel, hein, pas de la vente B2B classique. Et c'est vrai qu'ils me disaient, voilà, on utilise des outils comme Mojo et Gong pour analyser les conversations, voir quels sont les mots qui se passent, qui ne passent pas dans une conversation. Est-ce que, tu vois, le temps de parole, est-ce qu'on donne un bon temps de parole? Et là aussi, au centre de contact, nous, on commence à travailler sur la transcription. Parce que quand tu as des groupes plateaux d'appel, généralement, les conseillers, ils laissent 3-4 mots, une abréviation, et tu ne sais pas quoi en faire. Donc, tu as une richesse énorme dans les conversations téléphoniques. Oui. C'est quelque chose qui change. Exactement. Alors après, il faudra voir ce qu'on en fait parce qu'avoir un report d'une conversation de 10 minutes et d'en avoir 8 pages. Alors après, c'est l'analyse sémantique qui prend le relais. Voilà, c'est ça. C'est l'IA qui va analyser et qui va identifier Nous, on le voit des fois, bon, on fait surtout pour les enquêtes, moins pour les appels téléphoniques, même si on le fait, c'est identifier l'aiguille dans une botte de foin. Est-ce qu'il y a des choses qui vont donner un gros sentiment négatif, un gros sentiment positif? Mais comme tu disais, il y a le facteur humain. Nous, ce qu'on a fait, c'est que dans les call centers, avec des conseillers vente ou conseillers agents, l'aspect humain nous sert aussi parce que on voit bien que il faut motiver les gens. Et tu peux pas les motiver uniquement avec un bâton sur la tête quand ils font pas bien le boulot. Et on a mis un petit module qui était pas très compliqué, qui était beaucoup de bon sens. C'est ce qu'on appelle le module Bravo, qu'on a mis en place par exemple à la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale. Et c'est que quand en post-appel, quand le client a vendu ou qu'il a répondu à une question, le client peut laisser une note de satisfaction. Et s'il donne une note entre 4 et 5, et ben en fait, il a la possibilité de donner un bravo, c'est-à-dire qu'il dit ouais, je veux féliciter enfin, c'est par email ou SMS, hein. Je veux féliciter la personne que j'ai au téléphone. Et tac, en fait, la personne, elle reçoit directement le message de bravo de la personne disant bravo, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a vu que au niveau des managers, ça les aidait en fait à mieux manager leurs collaborateurs, ceux qui étaient orientés clients, ceux qui étaient moins orientés clients, etc., etc. Et au niveau des collaborateurs, ça leur permet d'avoir un feedback direct sans passer par le manager et qui montre, mais tu vois, je fais bien mon travail, je valorise les choses. Et là, on voit bien que c'est bien cette alliance entre de l'automatisation quand il faut, être humain quand il faut, et l'importance d'avoir cet engagement qui n'est pas fait, tu as parlé de KPI d'indicateur, mais qui est fait aussi par le plaisir de travailler, ce relationnel et ce côté humain. Exactement. Et c'est une belle ouverture. Je ne sais pas où on en est dans ton enregistrement, mais je crois qu'on va bientôt arriver au bout. Mais c'est une belle ouverture que de réfléchir. Tout à l'heure, juste avant qu'on ouvre le micro, on parlait des différents sujets que je traitais, puis tu me disais, mais ça fait beaucoup de sujets. Et oui, ça fait beaucoup de sujets parce que on est obligé, tout est systémique. Donc là, tu vois, on en arrive naturellement à parler de motivation et qu'est-ce que sera le travail dans 5 ans ou dans 10 ans, tu vois. Je ne peux pas parler du commerce en 2030 si je ne parle pas de ce sera quoi le plaisir de travailler en 2030 pour un humain. Et là, tu as ouvert une vraie question, c'est de se poser la question à savoir qu'est-ce qui va nous motiver dans le travail. Il y a plusieurs options, hein. Il y a soit la tendance actuelle qui est de se dire que le travail doit être un lieu de vie et qu'on doit s'amuser, qu'on doit aller encore plus loin dans ce que l'on a ouvert comme porte depuis une dizaine d'années. Et puis, il y a une autre option qui est celle, et qui est pas impossible du tout, qui est celle d'un retour vers beaucoup plus d'autorité, de process, et revenir à une forme de travail beaucoup plus processé. C'est le seulement, ouais, et sauf que là, on ira encore plus loin dans l'infidélité de nos employeurs parce que tu feras ça, parce que ça correspondra à un moment donné de ta vie. Tu feras ça 1 an, 2 ans, hop, tu te barres, tu passes
Et comme on ne capitalisera plus sur l'humain, mais vraiment sur du process, de l'automatisation, etc., on pourra le remplacer à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises dépensent beaucoup d'argent à fidéliser des collaborateurs qui finissent par partir. Et c'est normal. Donc, il y a un vrai sujet, et particulièrement dans le commerce, de se dire quelle sera la place de l'humain en tant que salarié dans l'entreprise et en tant qu'épanouissement. Tiens, on peut laisser cette question-là ouverte à tous ceux qui nous écoutent, mais qu'est-ce qui motive vraiment un commercial à faire du commerce? Ouais. Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est la discussion avec les autres ou est-ce que c'est le fait d'être libre? Mais là, juste avec mon collègue, là, Jean-François, on va aller déjeuner ensemble dans quelques minutes. Et c'est vrai qu'il me disait, ouais, moi, j'aime bien être chez Locan dans cette boîte-là parce que tout simplement, c'est une boîte humaine et on me laisse de la place parce que dans les boîtes avant, c'était très process, c'était des boîtes américaines où tu avais tes KPI, tes indicateurs. Et là, forcément, tu avais moins de place à l'humain. Et là, tu as envie de te défoncer parce que la boîte, tu es en phase avec les valeurs, tu es en phase avec ce que tu fais, tu es bien. Et à l'inverse, je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais un de mes collègues qui travaillait chez Maporama. C'était une start-up à l'époque qui faisait des cartographies. Et donc, en fait, il me racontait que c'était une entreprise qui ne croyait pas en l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, les commerciaux étaient recrutés, mais à partir du moment où tu ne faisais pas ton chiffre, je crois que c'était 2 mois de suite, tu étais viré. Mais le mec, il arrivait, puis il te tapait sur l'épaule, il disait, bon, allez, c'est bon, t'es viré, ou un truc comme ça. Mais c'est hyper dur. Et mon pote, Christophe, il était super bon. C'était un hyper bon commercial. À un moment donné, bon, il a été viré parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire tes chiffres tout le temps. Mais comme il disait, il se vengeait un peu des fois du directeur commercial parce que parfois, en fait, il disait, tiens, je vous offre les pizzas ce midi. Et les mecs, ils disaient, on se marrait, on se barrait, on les laissait avec des 10 pizzas sur les bras au bureau, quoi. Et ça, il n'y a plus de valeur comment dire, de loyauté en entreprise. Et c'est que ça a été prouvé par le livre Persuasion de Robert Cialdini, qui montre en fait qu'une entreprise qui est déloyale avec ses clients fait en sorte que ses collaborateurs ne croient plus en entreprise et savent qu'à un moment donné, ils seront déloyaux avec eux. Et donc, en fait, il y a un désengagement et il montrait que le coût de ce désengagement-là était plus important. Et quand les employés quittaient l'entreprise, généralement de manière, en plus, c'est des procédures légales, machin, blablabla, en fait, qui se retournaient contre l'entreprise et finalement, ils gagnaient plus d'argent. Et c'était intéressant de se dire que les entreprises qui utilisaient la manipulation et pas la persuasion, finalement, ça leur retournait en boomerang dans la figure. Et ça, c'est ce livre de Persuasion de Robert Cialdini, je vous invite à le lire. C'est la suite de Influence et Manipulation, enfin la suite, une annexe. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que les gens qui utilisent la manipulation, au bout d'un moment, ils sont perdants parce que son livre était beaucoup sur comment ne pas être manipulé et qui est devenu en être manipulé. Et il disait bien que dans mon livre, Persuasion, je vous explique bien que les gens qui manipulent et donc qui essayent de détourner les gens, finalement, ils sont perdants. Et ça, je trouve que c'était quelque chose qui était vraiment important à savoir. Tu as tout à fait raison. Et s'il voulait vraiment faire l'avocat du diable, je dirais que malheureusement, la manipulation, elle est utile très souvent à court terme, hein, mais pas à long terme. Une entreprise doit être pérenne, donc heureusement, elle ne doit pas manipuler. Après, c'est assez propre de l'humain hein, de manipuler. J'espère que l'IA sera beaucoup plus sage que nous là-dessus. Mais elle nous influencera, elle nous orientera. Est-ce qu'elle nous manipulera? J'espère pas en tout cas. Mais si elle nous manipule, c'est qu'un humain lui aura appris à le faire. Ça, c'est sûr. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, l'IA ne réfléchit pas. Et si tu lui demandes de faire quelque chose, elle le fait sans vergogne. Elle n'a pas. Il y a encore. Parfois, en fait, moi, je le vois dans certaines entreprises. Tu l'as vu dans des boîtes américaines qui se sont effondrées, où les gens avaient des systèmes de Ponzi. Le loup de Wall Street, qui est un excellent exemple, où des gens, en fait, ils savent qu'ils sont en train d'arnaquer les gens. Et j'adore cette scène du loup de Wall Street. J'adore. Je trouve cette scène qui est complètement malade, où Leonardo DiCaprio il est en train de vendre un truc à un gars, et il y a tous les commerciaux qui sont autour, et il lui dit, allez, présente plus comme ça, qu'il est en train de faire des gestes et tout ça, et là tu dis, mais il sait qu'il est en train de manipuler, il sait qu'il est en train de l'avoir, et pourtant il le fait. Et les mecs, ils rigolent tous. Bon, à la fin, il finit un peu en prison, mais bon, voilà. Ouais. Mais tu vois, c'est globalement ce que tu es en train d'expliquer, c'est le premier chapitre de mon livre où j'explique, alors qu'il n'est pas du tout commercial dans la technique. Le premier chapitre, c'est vers un nouvel horizon commercial. Et en fait, j'explique qu'on arrive à la fin d'un cycle et pourquoi on arrive à la fin d'un cycle. Et dans l'ensemble des arguments que j'évoque, il y a le fait de dire justement qu'on se dit que le commerce doit être humain
Mais en fait, on fait tout l'inverse. On a fait tout l'inverse depuis les années 80. On a créé des batteries de commerciaux qui savent vendre tout et n'importe quoi. Et on challenge sur le toujours plus et jamais sur le mieux. Ouais. Et il faut changer ce paradigme-là. Et c'est pas des magots de le dire, c'est que c'est vraiment, à mon sens, l'un des objets de survie aujourd'hui de l'entreprise, c'est d'arrêter de faire toujours plus, mais d'essayer de faire mieux, et le plus viendra par le mieux. Alors que le mieux ne vient pas toujours avec le plus. Et c'est un peu philosophique, ce serait là aussi une nouvelle ouverture de ton podcast, mais tu as tout à fait raison, et la technologie va nous amener, je pense, à être plus humain aussi dans ce sens-là, c'est que plus transparent. À partir du moment où la vente, elle est claire, même si elle est dure, même si si elle a négo, même il y a 10 000 infos, etc., à partir du moment où c'est clair et que tu sais que tu ne te fais pas avoir, à la fin, pour moi, c'est plus humain que d'être face à d'autres humains qui vont tous négocier à fond pour faire uniquement leurs objectifs et qui finalement, ta satisfaction sera un peu secondaire derrière, voire ils s'en fichent complètement si c'est la technique de la terre brûlée, comme il y en a encore beaucoup. Donc c'est aussi ça l'humanité dans le commerce, via la technologie, c'est de se dire est-ce que finalement les pouvoirs vont pas s'équilibrer entre le consommateur et le commercial. Et puis voilà, on parle sans biais derrière, puisque l'humain, on le sait bien, a plein de biais, et les commerciaux en ont autant que les autres à minimum. Alors, justement, si on peut juste finir par ton livre, fais-nous un petit pitch en quelques minutes et dis-moi où on pourrait le trouver et bien entendu, si on veut en savoir plus sur toi. Alors, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies et en ligne à partir de fin août. Je crois que la date, c'est le 28 août 2023 officiellement. Si ton podcast sort avant, je crois que c'est le cas et que quelqu'un Recommande. a envie, il m'appelle. Voilà, j'en ai un certain nombre d'exemplaires en pré-vente que je peux diffuser si besoin. Et après, donc fin août. Et puis, allez, il y a 4 grandes parties dans ce livre-là. Il y a vers un nouvel horizon commercial, comment on adapte son organisation commerciale. Après, il y a tout le détail des fameuses armes de construction massive. Et après, il y a par où commencer et quel est le process pour pouvoir transformer et hybrider son commerce. Et puis, voilà, dedans, il y a plein de choses. Il y a la techno, il y a de l'humain. Et puis, le livre est augmenté aussi, puisqu'il y a beaucoup d'interviews dont tu fais partie d'ailleurs. Et je te remercie d'avoir apporté ta pierre à l'édifice sur la partie grosse marketing et gros hacking. Et il y a beaucoup d'interviews avec des QR codes et des outils à télécharger. Donc, le livre en lui-même est augmenté, comme le vendeur que je prône, ou en tout cas dont je parle dans ce livre. Ok. Et donc, si on veut en savoir plus sur toi, on va sur quel site internet? Entreprise21siècle.com, entreprise au singulier, 21 en chiffres, siècle au singulier, entreprise 21 siècle, puisque mon travail, c'est de travailler sur l'entreprise du 21e siècle et il n'est pas fini encore le siècle. Merci Vincent, je te dis à bientôt et merci pour cet entretien passionnant avec de l'humain et de l'automatisation. À chacun un bon escient. Exactement. Merci Frédéric. Merci, bye bye.